On est là, nouveau numéro d'Eleven Insiders. On est là comme chaque lundi. On va plonger dans les coulisses de la Pro League avec de l'actu, avec des débats, avec des invités aussi. Et une thématique que l'on va approfondir aujourd'hui, les entraîneurs. On va parler des coachs, des managers aussi. Quel serait finalement le profil idéal? Et pour en parler, on a des profils qui sont idéaux puisque Ariel Jacobs est là, Silvio Proto, Thomas Châtel et Will Steele. Quel beau casting. Bienvenue dans Eleven Insiders. Quel plateau pour m'accompagner aujourd'hui. Franchement, je suis ravi avec Ariel Jacobs qui est là. Bonjour Ariel. Bonjour. On vous a bien connu du côté de la Louvière, notamment du côté du Sporting d'Anderlecht. Et depuis tout ce temps, qu'est-ce qui se passe pour vous? Beaucoup de choses, mais plus visibles sur un terrain de foot. Je dirais c'est le cours de la vie. Mais toujours amoureux du football que vous suivez. Oui, ça reste une passion et ça, on n'y échappe jamais, tout simplement. On vous fait revenir un petit peu dans votre jeunesse avec les deux qui sont en face de vous, Thomas Châtel, Silvio Proto, vous les avez bien connus, vous les avez coachés aussi. Absolument, absolument. Ce sont de très bons souvenirs, mais malheureusement, souvenirs, donc il y a une dizaine, quinzaine d'années, et ça vous ramène dans le vif du sujet. Ils vous laissent un bon souvenir tous les deux? Absolument. Bon, Silvio Proto est là. Salut Silvio. Salut. Les bons souvenirs aussi avec Ariel? Oui, des tout bons souvenirs, parce que c'est le coach qui m'a lancé en Division 1. À la Louvière? À la Louvière, oui, suite à la... En fait, j'avais joué un match avec Daniel Leclerc, qui est décédé l'année passée. Et puis, Ariel est arrivé, et il m'a vu jouer, je pense, un match de Coupe de Belgique, si je me souviens bien. Non, c'était avant une trêve match internationaux. Oui. Le match que tu avais joué à Gand. Ah oui, c'est ça. Alors, c'était le seul match, mon premier match en Division 1. Et donc, il est arrivé, il m'a dit, bon, on va faire confiance aux petits jeunes. Donc, il t'a lancé, voilà. Et puis, tu as relancé aussi du côté d'Anderlecht. Oui, il m'a relancé parce que là, alors, à un certain moment, il est devenu T1 Anderlecht. J'étais pas gardien, j'étais sur le banc. Zitka jouait très bien. Et donc, on m'a prêté au GBA. Et malheureusement pour moi, Daniel s'est blessé quand je suis parti. Mais bon, après, l'année d'après, je suis revenu à Anderlecht et là, j'ai regagné ma place. Et donc, il m'a relancé à ce moment-là. Thomas Châtel est là aussi. Vous avez joué, Tom, avec Silvio et sous Ariel Jacobs. Oh oui, j'ai connu Ariel aussi comme directeur sportif à Genk. Et en effet, de très bons souvenirs et des moins bons, comme dans une carrière. Et voilà, c'était un très bon moment de carrière. Et avec des débuts plus agréables que la fin. Mais encore une fois, ça fait partie du rôle de joueur, de devoir parfois accepter des choix de coach. Et je dois dire qu'après, a posteriori, quand vous avez votre carrière terminée, vous comprenez certaines choses un petit peu plus que quand vous êtes la tête dans le guidon. Pour compléter ce casting, il y a Will Steele qui n'a pas été entraîné par Ariel Jacobs, qui n'a pas entraîné Ariel Jacobs et qui n'a pas entraîné avec Ariel Jacobs. Ça va, Will? Ça va très bien, merci. Bon, on va commencer avec vos moments du week-end. Will, on va commencer avec le tien. Le moment du week-end en Belgique. Mon moment du week-end, c'est la victoire de mes deux frères. Alors, je ne veux pas dire Charleroi de par ma position au Standard, mais la victoire de mes deux frères contre Genk hier soir, mais plus sur l'aspect humain. Parce que beaucoup de gens voient les footballeurs et les coachs comme les gars qu'on voit à la télé et dans les journaux, mais il y a aussi énormément de boulot qui passe derrière et beaucoup de sacrifices humains. Donc chapeau à mes deux frères qui ont battu Genk hier à domicile. Bon, ça reste un bon week-end pour la fratrie Steele. Juste pour un qui n'a malheureusement pas gagné samedi soir, mais la fratrie Steele est en place. On en reparlera évidemment du Standard, de vos débuts aux côtés de Lucas Elsner aussi, puisque vous êtes désormais le T2 du Standard. Thomas Châtel, quel moment du week-end? Moi, j'ai ressorti la sortie justement de Noé Dussen à la 83e minute parce que déjà, c'était un retour assez incroyable et remarquable d'un joueur que j'ai connu, moi, à Mons, qui a déjà une fameuse carrière. Après ça, il a connu malheureusement la descente à Mons, il a connu Gand, des moments compliqués aussi. Donc je pense que c'est un gars qui s'est forgé un caractère aussi depuis pas mal de saisons. Et là, ce qu'il a vécu avec cette grosse blessure au Standard et puis sa mise sur le côté a dû sûrement être quelque chose de très compliqué à vivre. Et faire la prestation qu'il a réalisée durant 83 minutes, c'est quand même assez fort.
de pouvoir sortir ce genre de prestations. Et je pense qu'il a un profil qui manque peut-être un petit peu au Standard. Il est capable justement d'un petit peu élever la voix, d'avoir un certain leadership. Et donc voilà, il a dû sortir et ça a été un tournant du match. Les crampes lui ont été fatales. En un mot, Will, avec Dussen dans la fin de match, est-ce que le Standard gagne ce match ? Bon, ça c'est impossible à dire, mais c'est vrai que ça a affecté notre équilibre et notre dynamique dans ce match-là. Voilà, c'est un peu plus qu'un mot, mais on l'accepte. C'est bien parce que c'est vous, le moment du week-end. Et Dariel Jacobs, Ariel, on part de quel côté ? C'est le retour en match, si je puis dire, de l'Union face à Serein. Donc, match à deux visages. Justement, le contraste entre la première et la deuxième mi-temps, primo. Deuxièmement, le retour en tant que tel de marquer 4 buts en deuxième mi-temps. À 10. Et auteur de 3 buts, d'un hat-trick véritable, Mitoma. Donc, oui, c'est assez remarquable. Absolument, on s'en souvient et on soulignera, puisqu'on en parlera dans cette émission, le choix tactique aussi d'une certaine manière, le changement payant de Felice Mazou qui a lancé Mitoma à la mi-temps. Silvio, on ne vous a pas oublié, c'est promis. Mais on termine par vous, oui. Le moment du week-end. Est-ce qu'on va parler gardien ? Oui, Ah ben voilà. parce que j'ai trouvé que le deuxième penalty arrêté par Kofi, pour moi, était mon moment du week-end. Parce que de 1, moi, je vois pas de penalty sur cette phase-là. Mm-hmm. De 2, il arrête déjà un penalty pour une histoire de centimètres. Bon, cette règle, elle est absurde. Hein. Parce que moi, je me souviens, quand je jouais, on faisait 3 pas avant de... Là, ok, là, t'influences, mais là, c'est pas vraiment... Tu sais pas ça qui va te faire que tu vas arrêter un penalty si tu gagnes 5 cm sur ta ligne. Et donc, pour moi, là, voilà, il s'est fait justice. Il en rattrape un, et le deuxième, il l'a. Donc, chapeau à lui. Il avait déjà vécu pareille situation l'année dernière, hein, si on se souvient bien, avec Moucron. Mais cette fois-là, on avait fait redonner le penalty 2 fois, donc il y a eu 3 pénaltys. Et au final, il avait finalement encaissé Hervé Kofi, à qui l'on souhaite un excellent anniversaire, puisque c'était son anniversaire vendredi. Voilà pour la petite parenthèse. Breaking news, me dit-on. Avant d'entrer vraiment dans le débat des entraîneurs, il y a cette info qui est tombée aujourd'hui du côté de Moucron. Alors Enzo Schifo avait été écarté, ça on l'a appris déjà il y a plusieurs jours. Par contre, aujourd'hui, on apprend que le conseil d'administration a remercié Mbo Mpenza et Émile Mpenza. Moucron a 2 points sur 24. Thomas, la gestion du côté de Moucron, elle est inquiétante. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Moucron, qui est bon dernier et qui voit son écart avec l'avant-dernier, le RWDM, augmenter? Bien sûr, il faut s'inquiéter pour un club qui est dans cet état sportif. Ça devient beaucoup, les points qui les séparent d'un maintien. Et puis surtout, on reconnaît pas une équipe, une âme, une mentalité. Donc c'est très embêtant. Et évidemment, on a tous espéré que cette équipe de Moucron puisse revivre. Parce qu'il y avait un projet qui se mettait en place, tout simplement, avec une idée derrière la tête. Et on se rend compte que c'est compliqué. Dans le football, c'est compliqué de construire des projets sur le long terme encore plus. Et vous voyez que ça va très très vite. Finalement, vous avez beau avoir des idées, éventuellement une ligne de conduite, une philosophie, mais si les résultats ne suivent pas dans les premières semaines, c'est tout de suite un cercle vicieux qui s'installe. Et à ce moment-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est très très compliqué d'inverser la tendance. Et des personnalités aussi, que ce soit le coach, on parle quand même d'Enzo Schifo, même s'il a des points positifs et des points négatifs dans un vestiaire. Et puis on parlait quand même d'Embo Mpenza, d'Emile Mpenza. Il y a des joueurs sur le terrain qui en imposent et qui ont certaines qualités. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport au cas de Moucron avant d'entrer dans le débat des entraîneurs? C'est le moment de lever le doigt ou le micro. Ariel. Je trouve surtout bizarre, disons, un projet, il y va en général d'une plus longue période. Je crois que tout le monde, du moins au niveau du management du club, je ne parle pas au niveau de la direction qui est étrangère, qui est assez peu présente visiblement, qu'on limoge tout un staff. Je trouve que ça met surtout en question le choix qui est intervenu il y a quelques mois. Silvio, oui, pour refermer ce débat Moucron. J'ai failli y aller.
En fait, Mbo m'avait contacté, il m'avait dit écoute, si Lyon cherche un entraîneur de gardien, et je lui dis malheureusement, Mbo, écoute, je viens d'arrêter ma carrière, je l'ai fait pour ma famille, pour mes enfants, je ne serais pas me relancer dans un projet comme ça, et c'est malheureux. Et c'est vrai ce que dit Ariel, en fait, la faute, elle est où? Elle est certainement personnes qui ont fait confiance à ce nouveau projet en mettant Mbo, et maintenant on retire directement. C'est dingue, ce que disait Thomas, c'est que c'est vrai, on laisse plus le temps. En fait, ça dépend les clubs en fait de se regarder à Anderlecht, ils ont tout changé, ils ont quand même laissé le temps. Et tu as quand même une différence entre Anderlecht et Moucron. Bon, la différence, c'est pas ils n'avaient pas le même classement non plus, mais bon, les résultats au début ne suivaient pas. Donc c'est triste qu'on ne laisse pas au moins la chance ou un peu plus de temps. Après, voilà, la situation urge aussi. Je pense qu'ils ont 2 points. Le bilan sportif n'est pas bon. Toujours pas de victoire. Will pas contacté par Moucron pour aller à Moucron avant d'aller au Standard, non? Il n'y a pas eu de contact. Mbo n'a peut-être pas le numéro de Will Steele, qui pourtant est l'une des valeurs qui fonctionne bien sur le marché des transferts. Tiens, le marché des transferts, le Standard, c'était l'attraction du week-end. Luca Elsner est le nouvel entraîneur. Il a quitté Courtrai. Avant d'entendre Will sur un petit peu la manière dans laquelle les choses se sont faites, la relation aussi avec Lucas, est-ce que vous avez été surpris, messieurs, on va pas dire le départ d'Mbailey, mais de la nomination de Luca Elsner au Standard? Silvio, je vous ai vu hocher la tête. Non, moi je pense pas, parce que c'est un profil, je pense, qui peut aller au Standard. Je pense pas que c'est un entraîneur hyper cher non plus. On sait que le Standard a certains problèmes financiers, donc ça m'a pas surpris. En plus, il faisait des bons résultats, donc c'est une étape en plus dans sa carrière. Ça m'a pas surpris, et non plus, je n'ai pas été surpris non plus de voir Mbailey quitter le Standard. Ariel, c'était le bon profil pour le Standard à ce moment-ci? Peut-être bien, je ne connais pas suffisamment Luca Elsner en tant que tel. Je dois dire, d'un côté, j'étais surpris, d'un autre côté, même un peu offusqué, peut-être trop traditionnaliste à ce niveau-là, parce que quand on parle d'un entraîneur, on ne pense qu'à une chose, le limogeage. On ne part jamais d'aller chercher un entraîneur quelque part. Et en réfléchissant sur le point, il faut se dire, si un club a le droit de limoger un entraîneur pour quelque raison que ce soit, pour quelque part masquer ses propres erreurs, pour reprocher un manque de points au classement, pour avoir une mauvaise relation avec le vestiaire, quelle que soit la raison, c'est vrai qu'on le limoge. D'un autre côté, un entraîneur qui est convoité, pourquoi ne pas profiter de l'occasion qui lui est offerte en allant dans un club à plus grande réputation? Donc quelque part je comprends déjà mieux qu'il y a quelques années. Maintenant, et ça je n'ose pas me prononcer, apparemment il y aurait une convention entre les clubs de la Ligue Pro de ne pas venir se chercher des entraîneurs en cours de saison. Donc je ne sais pas à quel point là Courtrai peut faire valoir certains arguments. Vous défendez la position des entraîneurs et c'est bien logique aussi. Will, on arrive chez vous. N'hésitez pas, si vous avez envie d'intervenir à n'importe quel moment, vous y allez. Thomas, sur Luca Elsner, la bonne personne, au bon moment, au bon endroit? En fait, dans une chronique, j'ai dit que tant qu'il n'y avait pas d'harmonie dans le club, que ce soit Mbailey ou Luca Elsner, c'est du pareil au même. Et c'est un petit peu mon avis, c'est-à-dire que moi je crois que le club doit d'abord définir une ligne de conduite. Là aussi, on parlait de ça de Moucron, une philosophie. Qu'est-ce qu'ils vont faire en termes de direction sportive, maintenant que Benjamin Niquet est parti. Et donc voilà, tant qu'ils n'auront pas réglé ces problèmes, pour moi, ce sera très très compliqué. Tant qu'ils n'auront pas cette fameuse ligne de conduite claire, une harmonie entre la direction et le coach, parce que tout ça se ressent dans le vestiaire. Quand vous avez dans la direction des personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, quand vous avez même dans un staff d'entraîneurs un duo qui ne s'entend pas, où il n'y a pas une confiance. Vous faites référence à Niquet et Ley? Oui, par exemple, mais voilà, il y a plein d'autres cas dans d'autres clubs, ou même à l'intérieur d'un staff d'entraîneurs, ça se ressent tout de suite, le vestiaire ressent ça, et ça se voit sur le terrain. Will, est-ce que vous avez senti justement cette ligne de conduite en allant au Standard? Parce que ma question subsidiaire, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à aller au Standard au-delà du cœur? On sait que vous êtes rouge. Non, dire que je suis rouge, c'est peut-être un peu trop, mais je pense qu'on nous a recrutés au Standard et on est seulement concentré sur le projet sportif.
Notre but est clair, c'est de faire grandir cette équipe, que ce soit sur ou en dehors du terrain, et de faire des résultats et de prendre des points avec les joueurs qui sont à disposition. Maintenant, je vais être parfaitement honnête, tout ce qui se passe au-delà du terrain et au-delà de l'académie et du stade Esclessin, je m'en occupe pas et je m'en occuperai pas non plus parce que ce serait pas opportun de ma part, ni ce serait déplacé, je pense. Donc voilà, Alex Grosjean et Bruno Venanzi nous ont recrutés pour gagner des matchs et c'est ce qu'on va essayer de faire au mieux. Vous ont recruté, ça s'est passé dans quel sens? Vous connaissiez Lucas Elsner? Je connaissais Lucas Elsner de mon époque au Berscott où il était entraîneur à l'Union. On avait eu plusieurs échanges à l'époque qui étaient super intéressants. Maintenant, pour être honnête, le Standard m'avait appelé il y a déjà quelques semaines, au moment où Mbailey était encore en poste. Comme T1? Mbailey était encore... Mais vous, on vous a Non, moi, appelé pour vous dire c'était comme jamais comme T1. Et j'en suis pas à un moment de ma carrière où je ressens cette obligation d'être T1. Je vais me donner le temps et pas brûler des étapes qui sont pas nécessaires d'être brûlées. Mais en gros, j'avais le choix entre trois... C'était un choix de luxe, j'avais 3 propositions. C'était rester au Stade de Reims comme entraîneur adjoint, où je me plaisais beaucoup, mais il y avait certains éléments qui étaient problématiques. J'avais reçu une très très belle proposition d'Anderlecht, où j'ai eu des contacts très avancés avec des négociations très claires et très, très, très agréables, notamment avec Peter Verbeek et Vincent Kompany. Dans quel rôle là-bas? En tant qu'adjoint de Vincent Kompany aussi. Et puis la possibilité de retourner au Standard. Et au final, je suis retourné au Standard parce que j'avais toujours ce sentiment de boulot pas fini en fait. On avait quitté après la victoire en finale de coupe il y a 5 ans. Et je m'étais retrouvé... je m'y sentais bien et j'avais envie de continuer le travail que j'avais pas encore fini là-bas. Donc voilà la raison de mon choix. Maintenant, dire que j'en veux à qui que ce soit, ce serait trop. J'étais bien au Stade de Reims, mais bon, sur le plan personnel et privé, c'était plus compliqué. Donc voilà la raison. C'était avec Yannick Ferreira du côté du Standard. Ouais. Une dernière chose par rapport à ça, vous n'avez pas eu peur de revenir au Standard maintenant? Parce que c'est quand même une situation qui est particulièrement difficile et où beaucoup d'entraîneurs se seraient dit ouais, non, on va d'abord attendre que ça se décante un petit peu. Peur, non, mais dans le sens où il y aura toujours une certaine animosité du côté de Sclessin. Je pense que c'est propre au club et propre au Standard. Il y a toujours quelque chose qui se passe au Standard. Il y a toujours un élément que tu ne contrôles pas. Mais maintenant, je sais que si tu réussis au Standard et que si ça se passe bien, ça te procure des sensations que tu, pour moi, ne pourrais pas vivre ailleurs. Et je fais référence à la finale de coupe qu'on a gagnée contre le club de Bruges. C'est quelque chose, gagner au Standard, c'est quelque chose, et ça, c'est pour ça que je fais ce travail. En tout cas, c'est pour avoir cette magie en toi et cette sensation de j'ai accompli quelque chose. Et au Standard, je l'ai vécu, je le sais, c'était quelque chose de spécial. Ariel, Je crois aussi que c'est un réflexe humain tout à fait normal et logique. Je crois que tout candidat au poste d'entraîneur au Standard actuellement, c'est que le challenge est énorme. vous l'auriez relevé Le manque. là maintenant si on vous aviez appelé? Je crois que je vais vous répondre directement, mais je crois que chacun se dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne serais pas capable, justement, en commençant par les résultats, parce que ça doit faire calmer tout le reste, pourquoi est-ce que je ne serais pas capable de le faire? C'est comme avoir un joueur difficile à manier dans son groupe, où tout le monde se dit, mais avec beaucoup d'entraîneurs, ça a raté, mais peut-être que, je ne sais pas, je parviens à toucher le maillon faible chez lui, et à 2, on passera par là. C'est aussi l'appât du challenge. Hein. Je pense en tant qu'ancien sportif, on a tous cette envie de challenge. Mais le rôle de coach, c'est un rôle d'équilibriste parce que vous êtes constamment à la limite de tomber. Vous êtes tellement dépendant de facteurs au-dessus de votre tête, par vos joueurs, etc. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration. Et par rapport au choix de carrière d'un coach, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Et il y a très peu de coachs qui font toujours les bons choix au bon moment pour arriver au bon moment dans un club, mais aussi pour partir, par exemple. Donc, ils On va aussi. prendre l'exemple de Philippe Clément. Pour l'instant, c'est pour moi l'exemple type en Belgique. Il a chaque fois
fais les bons choix au bon moment. Mais il faut pouvoir partir au bon moment et arriver au bon moment. Et il faut une sacrée dose de chance avec ça aussi. Hein, et de réussite. Et au même moment, des opportunités ailleurs. Exactement. Et aussi pour rester, si tu as envie de rester, de mettre certaines conditions, regarde Conte, qu'est-ce qu'il a fait à l'Inter. On lui a décimé son équipe. On a dit on va vendre un tel. Il a dit ok, c'est comme ça. Moi, si vous voulez que je reste, vous devez me laisser mes joueurs. Même chose avec, ça va pas, je m'en vais. Ouais, même chose avec Zidane qui part du Real à un bon moment, qui revient à un autre moment. Pourquoi Ley ne l'a pas fait? Non, mais Silvio, aussi. Je peux comprendre ton argumentation, mais il y a une énorme différence entre des gars, je ne parle pas qualitativement, c'est pas à nous de juger, mais au niveau expérience vécue, Zidane, Conte, qui peuvent se permettre de dire, si je n'ai pas de club pendant 2 mois, après 2 mois, il y aura bien un club qui vient me trouver. Et je peux comprendre que pour un jeune entraîneur qui débute directement au plus haut niveau, que c'est pas tellement évident que de dire, bon, c'est peut-être trop tôt. Mais à un certain moment, c'est aussi se tirer une balle dans le pied en se disant, voilà, je veux faire des choix. Mais là aussi, on a en soi cette motivation que de dire, mais pourquoi est-ce que ça n'irait pas? Je veux quand même essayer comme ça. Ouais, mais tu peux retourner ça aussi dans l'autre sens. Prends de nouveau un Zidane qui est l'extrême, on est d'accord, parce que c'est le joueur par exception, mais qui quand même décide de passer par l'équipe B du Real et de faire une trajectoire d'abord dans l'ombre et de passer par les étapes. C'est un argument pour moi très important, Thomas, et que l'on parvient difficilement à inculquer à beaucoup d'entraîneurs parce que ils estiment que si directement on a une équipe première et certainement d'un certain niveau, autant brûler certaines étapes. Et au moment même, on ne le regrette même peut-être pas, mais quelques années plus tard, oui. Et les fondations sont souvent d'autant plus fortes. Je prends l'exemple, alors 2 autres exemples. Walter Vranken, passé par toutes les étapes, joué avec lui à Genk, mais lui est passé vraiment par toutes les étapes en Belgique du football. Felice Mazzu, même chose, passé par les équipes provinciales, etc. Moi, j'ai eu la chance de faire mes cours d'entraîneur avec une lignée de joueurs qui étaient amateurs, pas professionnels. Mais on apprend beaucoup de ces gens-là, parce que c'est le football de base, où parfois tu dois te débrouiller avec des choses qui sont pas du tout connues du monde professionnel, parce que quand on est dans le monde professionnel, on est souvent le cul dans le beurre, il faut le dire. Et ces choses-là, tu les apprends pas ailleurs que là. On rappelle aussi que Thomas a réussi. Vous avez votre diplôme désormais en management, hein, Thomas, bravo pour ça. Et on verra là aussi où votre carrière va vous mener, peut-être comme directeur sportif, mais en tout cas dans le management. Donc peut-être, on verra. Voilà, pour l'instant, je suis bien comme consultant. Mais on est bien avec vous. Et c'est aussi. plus facile comme consultant. Bon, on enchaîne bien évidemment avec justement ce top 3. Je vais vous donner un top 3 et je vais vous poser la question, quel est le top 3 des entraîneurs actuels dans le championnat de Belgique qui sont en poste depuis le plus longtemps? Est-ce que le numéro 1 vous saute aux yeux comme cela? Moi, le numéro qui est là depuis, c'est une vraie stat, hein, donc l'entraîneur qui est déjà là depuis le plus longtemps en Belgique. Francky Dury. Francky Dury. Ça, c'est facile. Depuis 2011. Qui est le numéro 2? Thomas, on parlait il y a quelques instants. C'est pas Felice Mazzu. Vranken. C'est Vranken qui est en place. J'ai les stats devant moi, désolé. On va retourner la feuille. En plus, ils avaient devant moi aussi. On retourne la feuille. Donc Dury, Vranken et puis Philippe Clément pour le top 3. Ce qui m'amène à cette question. Est-ce que vous êtes plutôt de la team électrochoc, comme ça se passe dans beaucoup de clubs aujourd'hui, ça va mal, on change tout, ou la team, on laisse plus de temps, comme c'est le cas peut-être avec Marc Brace pour l'instant, ou encore Yves Van der Haag? Ariel. Je suis bien mal placé pour en juger. C'est pour ça que je commence par vous. Je vais prendre systématiquement la défense des entraîneurs, parce qu'on sait très bien que ce sont des êtres humains qui commettent des erreurs aussi, que ce soit au niveau du management, que ce soit au niveau de la gestion d'un groupe. Mais vous devez vivre avec ça. À partir du moment où quelque part vous faites une analyse objective de votre position dans un club quand les choses vont moins bien, c'est elle qui est déterminante à mon avis. Parce que on va vous demander des résultats, mais s'il y a bien une chose qu'un coach ne peut pas garantir systématiquement, et non pas pour un week-end, mais pour plusieurs, ce sont des résultats, et c'est ce qu'on attend de vous. Donc, c'est pas tout le temps. Je crois que, à moins d'avoir des gros problèmes internes avec un groupe dans sa totalité et dans toute son objectivité, je crois que toute autre situation, l'entraîneur devrait avoir l'avantage du doute.
Il y a des cas, Thomas, vous en parliez, où il est parfois nécessaire d'avoir un électrochoc, où finalement il n'y a pas d'autre choix. Ouais. Lesquels ? En même temps, virer un entraîneur, c'est un constat d'échec. Et quand vous virez un entraîneur, vous virez souvent un staff. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de ça. C'est en fait maintenant de plus en plus, mais déjà à l'époque, on parle de duo, on parle de trio. Maintenant, un entraîneur, c'est un management de staff qu'il doit faire. Il doit maîtriser tous les aspects, mais après, il a des experts un petit peu en tout. Et pour moi, ça a une importance énorme pour un club de juger cet aspect-là et de mettre une équipe en place. Si on prend l'exemple quand Silvio et moi étions à Anderlecht, Besnik Kazi, Ariel Jacobs, on sentait bien que ça fonctionnait, que c'était complémentaire. Et qu'il y avait un Daniel Renders derrière aussi qui apportait. Voilà, il y avait un staff qui avait une crédibilité. Mais ça se construit, ça. Et donc, je pense que c'est un gros constat d'échec quand vous constatez que l'équipe en place ne fonctionne pas. Ariel. Thomas, il y a à peine 10 ans de ça, c'est vrai ce que tu dis, mais quelque part, même l'équipe, le club le moins coté en Division 1 a un staff de la même importance qu'Anderlecht l'avait il y a 10 ans. Rien que tout ce qui est performance, rien que tout ce qui est donné, il y a des gens qui s'ajoutent et plus ton staff devient important, au fait, l'entraîneur ne gère plus uniquement ses joueurs, mais doit également gérer son staff et ça complique la tâche énormément. C'est sûr, on l'a vécu, Thomas. Moi, je me souviens, au tout début, Ariel avait imposé, par exemple, le petit déjeuner pendant les playoffs. Une des premières fois qu'on a eu ça, tous les joueurs, si tu te souviens, Bark, il arrivait 2 minutes avant l'entraînement, il mettait ses chaussures, était sur le terrain, était le meilleur sur le terrain. Et là, en fait, on a commencé moi, à la Louvière, j'avais un entraîneur de gardien qui venait 3 fois par semaine. Puis, je me suis retrouvé à la Lazio avec 3 entraîneurs de gardiens. Donc, tu vois, tu passes en 10 ans, c'est plus le même football. Hein. Ariel, je me souviens, il donnait sa théorie en 4 langues. Il était tout seul à faire sa théorie, pour que Pollack comprenne, pour que tout le monde comprenne. On avait que maintenant, il y en a un qui fait une chose, il prend les autres à part. C'est tout à fait différent. Donc, on ne peut plus comparer le football d'il y a 15 ans. Et quand nous, on jouait, je me souviens, qu'on était critiqués par les anciens, on se disait, mais avec quoi ils viennent ? Ils jouaient au temps où les ballons ils faisaient 15 kilos. Maintenant, c'est la même chose. On est de l'autre côté du terrain. On prend un regard, mais c'est plus le même football, donc on doit aussi s'adapter, nous aussi. Ouais, c'est pour ça que j'utilisais l'image de la direction qui est l'architecte d'un club et le staff d'entraîneur qui est l'entrepreneur, qui sont les entrepreneurs et qui doivent mettre les mains dans le cambouis, qui sont là tous les jours. Et il faut faire des bons choix du staff. Moi, je parlais avec Walter Vranken récemment. Il a, je pense, en effet, 5-6 personnes, et on parle de Malines, avec Steven Dufour qui s'est rajouté, Kevin Van Dessel. Et il y a des périodes où ça allait mal et où il a été confirmé, Walter Vranken. Oui, je pense que quand on est persuadé de son choix, de ses choix, il faut absolument laisser le temps, parce que tu parlais de l'électrochoc. L'électrochoc, il ne peut fonctionner qu'à partir du moment où tu es persuadé que ton équipe en place, elle ne tient plus la route, elle n'a plus la crédibilité aux yeux du vestiaire. Avant de vous demander quel est votre entraîneur idéal, celui qui vous plaît le plus en Jupiler Pro League, je me tourne vers Will. Will, ça s'est fait comment ? C'est Luca Elsner qui vous a appelé, c'est vous qui vous êtes proposé à Luca Elsner, c'est le Standard qui vous a dit vous allez bosser ensemble, puisqu'on parle de complémentarité. Non, donc je pense que, comme je l'ai dit, j'avais été contacté par le Standard avant qu'Mbaye se fasse remercier. Et j'avais déjà trouvé un accord, moi, avec le Standard. D'accord. Et puis on a eu une discussion très ouverte et très, très, très bonne, avec la direction du Standard, et puis avec Luca Elsner. Et on a eu la chance que Luca et moi, on se connaissait, que ça a tout de suite matché. C'est pas vous qui avez dit à la direction du Standard, moi je suis là, je suis bien, essayez de penser à Luca Elsner. Vous avez proposé cette piste ou pas ? Non, on en a simplement parlé ouvertement. C'est un nom qui est tombé. On en a parlé ouvertement et de façon très constructive. Et puis on s'est rencontrés, ça a matché, comme je le dis. Et puis on s'est mis d'accord et on s'est dit qu'on allait tout faire pour essayer de gagner des matchs. On parlait de la largeur des staffs tous ensemble tout à l'heure. Vous en pensez quoi ? On sait qu'il y a un petit peu le choc des générations. Vous êtes à côté d'Ariel. Aujourd'hui, il y a les datas, il y a la vidéo. Ce n'était pas là à votre époque, Ariel. La largeur des staffs, Will ? C'est un juste équilibre à trouver, je pense. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le paraître.
dans le sens où tu recrutes des gars pour faire quelque chose qui au final n'est pas super important ou qui pourrait être géré par quelqu'un d'autre. Donc c'est trouver le juste équilibre entre les bonnes personnes au bon endroit avec les bonnes compétences pour avoir un staff compétent sans avoir 1000 personnes derrière toi qui, comme on l'a dit, sont compliquées à gérer parfois pour faire un boulot qui n'est pas forcément toujours utile ou très constructif. Ariel, vous auriez aimé pouvoir bosser avec ces datas-là comme elles le sont aujourd'hui, aussi précises ? Mais je dirais qu'à mon époque, donc il y a une dizaine d'années, les data commençaient. On avait des données physiques, tactiques assez générales le lendemain du match qui permettaient quand même de voir le résultat du boulot fait pendant les semaines précédentes ou de préparer les matchs d'avenir. Quand j'entends maintenant la multitude de data qui journellement est fournie à un entraîneur, je crois qu'on en arrive au point où soit l'entraîneur, et ça c'est de Conte que j'ai entendu ça, qui dit le matin tout simplement, on me donne un tas de 10 cm de papier et je le mets à côté de moi, je suis rien. Donc je crois que bientôt il faudra ajouter, et je le dis non pas en blaguant mais très objectivement, je crois que bientôt il faudra désigner une personne responsable tant au niveau médical qu'au niveau physique, qu'au niveau tactique, pour justement donner, je dirais sur un format A4, les données importantes ce jour-là à l'entraînement pour son entraîneur. On va parler, si vous le voulez bien, aussi d'un cas concret, celui de votre frère, Édouard. On sait qu'Édouard utilise notamment la vidéo pour venir comparer la prestation et les datas pour pouvoir comparer les joueurs et se dire tiens, tel joueur face à cet adversaire-là sera en difficulté. Est-ce que là on va trop loin ou est-ce que justement c'est l'évolution du football et c'est une très bonne chose, Thomas ? Mais on va pas trop loin à partir du moment où on le confronte à son ressenti, au ressenti du staff qui lui doit trancher par rapport à ce qu'il a vu. Les stats ne doivent pas aveugler les décideurs. Et pour ça, c'est vrai, Ariel le dit, il faut pouvoir interpréter ces chiffres. Si on ne sait pas les interpréter, et que vous avez des tas de chiffres et que vous les balancez à vos joueurs, c'est comme les images vidéo. Hein. Vous pouvez faire 3 heures d'images vidéo. Maintenant, on sait tout disséquer. Mais si vous les avez pas, vous n'allez pas chercher les bonnes images et que vous les interprétez pas de la bonne façon en disant aux joueurs pourquoi ils vous les montrer et qu'est-ce que vous attendez, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Donc voilà. Après une théorie, mon épouse m'a expliqué ça. Elle a vu ça en psycho à l'école. Après 10 minutes, normalement, ça rentre plus aussi bien qu'au début. Donc ça doit être court, une théorie. Tu dois Vous parlez de la théorie. Oui, la théorie et puis même une analyse de match. Moi, j'ai vécu ça à la Lazio, parce qu'à la Lazio, tu avais une théorie 2 jours avant le match, théorie sur l'adversaire, théorie avant-match sur nous, comment on va jouer contre cet adversaire. Le jour du match, 3-4 trucs. À un certain moment, tu dis, allez, basta, nous, on va aller sur le terrain, on va aller se défouler, ça reste un jeu. Mais c'est vrai que maintenant, tout est poussé dans ces limites. Ça, c'est une culture italienne. Je crois qu'elle existait il y a 10 ans ou même avant, pas sur base d'images vidéo, mais c'est une culture qui existe dans ce pays-là, je dirais peut-être à l'extrême, et qui, par exemple, à l'heure actuelle, en Belgique, ne pourrait prendre que si les résultats suivent. Will, ça veut dire que certains joueurs, comme l'explique Silvio, ne sont pas adeptes de ça. Sagas n'écoute pas. Donc c'est peut-être aussi du travail spécifique. Vous avez été entraîneur vidéo, analyste vidéo. Ouais, non, clairement, mais je pense que je vais rejoindre Thomas et Ariel aussi. On en fait parfois un peu trop. Et cette image ou cette étiquette qui nous est collée de jeunes entraîneurs et de spécialistes de la data et de la vidéo, il ne faut pas oublier que ça reste du foot. Ça reste du foot et les datas, la vidéo, tous ces éléments externes ne viennent qu'entre guillemets renforcer notre opinion. Jamais une vidéo ou de la data va remplacer notre ressenti ou ce qu'on a vu sur le terrain. Et dans le sens, il ne faut pas tomber dans l'excès de l'utilisation de la data, de l'utilisation de la vidéo, parce que comme Silvio le dit, tu fais une théorie de 35 minutes, je peux te garantir qu'au bout de la 7e minute, tu en as 4 qui regardent le plafond, 3 qui regardent leurs pieds et 1 qui s'est endormi. Voilà. Non, mais c'est la vérité. Donc, de nouveau, c'est... Qui démarre. Ouais, t'as un problème. Ouais, pour donner un exemple, ce week-end, je commentais le Bayern avec Nagelsmann et... c'est lui qui a amené, par exemple, ce que je trouve une idée géniale, mais encore faut-il avoir les moyens d'avoir des grands écrans
au bord du terrain, parce que ça, c'est la meilleure façon de concerner tes joueurs, de leur montrer au moment même en leur disant regarde au match que tu as fait et maintenant refais-le-moi. Voilà. Mais d'un autre côté, je le voyais après chaque but, on faisait un gros plan sur lui, il était sur sa tablette plutôt qu'en train de coacher finalement. Donc à un moment, moi je me dis, à un moment ton rôle de coach, ok, il doit prendre des infos. Maintenant on peut les prendre. Il avait sa tablette avec un bras comme le micro que j'ai ici, qui lui mettait devant lui, il devait rien bouger, il touchait. À un moment, moi je me dis, tu dois peut-être parler aussi à tes joueurs, etc. Alors tu prends des infos que tu n'aurais pas si tu n'as pas ça. Mais c'est bizarre, je trouve ça bizarre en fait. Mais c'est qu'un soutien. Ça ne vient qu'en soutien de ce qu'on voit et de ce qu'on essaye de faire aux joueurs. Et c'est super utile, parce que forcément, un joueur, une fois qu'il est confronté à la vidéo ne ment pas. Parce que tu as beau lui dire, je sais pas, Kostas Laifis, j'aimerais que tu fasses ceci ou cela, il va dire, bah non, c'est pas vrai, je fais comme ça. Bah non, regarde la vidéo. Et une fois que tu lui montres la vidéo, il va faire, ah oui, ok, on va. Mais donc, c'est de nouveau trouver ce juste équilibre, mais ça ne pourra jamais remplacer l'essence même du foot et la beauté du foot c'est pas une science exacte. Il y a une grosse différence entre jouer 2 matchs par semaine et 3 matchs. Si vous avez en plus de ça un match européen en mi-semaine, quand faut-il faire le débrief du match 1? Quand faut-il commencer à préparer le match 2? Faut-il faire encore un débrief du match 2 étant donné que c'est un match européen qui n'a rien à voir, ou un match de coupe qui n'a rien à voir avec la suite du championnat? Donc là, ce sont des décisions. Comment ressentez-vous l'état d'esprit du groupe aussi? Est-ce que vous le sentez, ça reste subjectif, est-ce que vous vous sentez réceptif à recevoir à ce moment-là toutes ces informations, ou est-ce que vous dites non? En partie, ça a à voir avec le résultat. Ça ne veut pas dire que si ça va mal, il ne faut rien donner. Mais d'un autre côté, là, davantage doser. On verra, oui, on vous posera la question une fois que le standard sera européen. Comme ça, on verra comment vous parvenez à gérer cet enchaînement. Et pour refermer le dossier, puisqu'on en parle beaucoup, au stand, et je voulais quand même donner cet exemple-là, c'est son nouveau propriétaire aussi qui en parlait. Il recrute parfois des joueurs, parfois même sans les voir, et sur base des datas. Ça, c'est peut-être un petit peu plus, il n'y a pas que Stand qui fait ça. Surprenant. Il y a des gros clubs de Division 1 qui font ça. Ils les voient, mais le premier œil qu'ils ont, c'est sur les datas. Et je sais, parce que j'ai été confronté à un certain moment à ce problème-là. Anderlecht Je ne dirais pas le club, mais vous n'êtes pas un vrai insider, ça, alors, Silvio. Non, on ne va pas vous mettre en difficulté, mais vous êtes dans les c'est quelque chose, si je disais ça, je mettrais en difficulté un club et je n'ai pas envie de le faire. Ça se respecte. Mais on m'a dit, voilà, ces dernières années, tu as été blessé autant de temps, tu as joué autant de minutes, autant de trucs. Wow, même pas moi, je suis au courant de ces histoires-là. Allez. C'est dans le ressenti, quoi. Tu fais un transfert pour ton vécu, pour ton expérience, ce que tu peux apporter pour un. Et pas, ne fût-ce que regarder. Et comme il l'a très bien dit, Thomas, c'est quelque chose qui doit venir compléter, mais pas vraiment. Allez, tu prends l'exemple du coach du Bayern. Moi, je trouve ça. Moi, j'aime bien avoir Mazou. Moi, quand ton équipe marque, qui donne au public et à ses joueurs, que lui, il est là sur sa tablette, je trouve ça. Et je vois et franchement, peut-être que je peux me tromper, mais je vois pas. Parce que je connais un petit peu Ariel. Faire ça à son époque, je pense pas que ça aurait été... Attention, Nagelsmann ne faisait pas que ça. Il y a des moments où il était sur le terrain aussi. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais, pour le scouting, moi je trouve que c'est un outil génial, les data, mais pour filtrer, tout simplement. Au lieu d'avoir 100 noms, tu te retrouves déjà avec 15 noms. Je connais l'exemple de 2 clubs qui appartiennent au même propriétaire, c'est Midtjylland et Brentford. Et Brentford est monté de Championship avec un noyau sélectionné uniquement sur base de données, sans véritablement les connaître, sans star, mais par exemple beaucoup de duels gagnés, donc des éléments déterminants dans le football actuel, former une équipe en tant que telle, et ça marche. Et vous arrivez à y croire, ça? Écoutez, ils ont engagé en plus de ça un entraîneur qui croyait à prime abord, qui continue à y croire, et au fait, tout le club est organisé en ce sens-là. C'est aussi une équipe, Brentford, qui n'a pas de formation de jeunes, parce qu'elle se dit, quand on fait le bilan sur une année d'investissement au niveau de la formation des jeunes, ils ont juste une équipe 2 qui ne joue même pas en championnat officiel, mais donc qui joue des matchs sur le continent contre des grandes pointures européennes. Et c'est un business model qui marche. Je ne dis pas que ce même business model marcherait partout, mais ils le font malgré tout. Maintenant, comment tu crées un lien avec tes supporters pour qu'ils s'identifient
un club qui ne forme pas de jeunes du cru. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est de dire, est-ce que, par exemple, des datas peuvent te donner une idée, une image de la personnalité? On prend le noyau du Standard où il manque de personnalité. Les datas ne vont pas te dire ça. Ça, c'est le directeur sportif ou la direction qui doit ressentir et alors connaître le foot, sentir les choses. C'est bien ce que tu dis, Thomas, parce que même pour un gardien, tu sais, moi j'ai déjà fait des arrêts juste en parlant. Mais c'est dans tes datas, il s'est pas marqué ça que tu as fait. Tu sais, juste replacer un défenseur. Rassurer ta défense. Ouais. Je suis d'accord avec ça, mais aussi le facteur équilibre dans la totalité de votre noyau, ou ne fût-ce que dans une ligne. C'est vrai que si vous prenez, pour revenir au duel, à l'entrejeu, les 3 joueurs qui gagnent le plus de duels, vous allez avoir un entrejeu très travailleur, compétitif physiquement, etc. Mais il va vous manquer de la créativité. Donc, ça, je crois que c'est un élément, ça reste important. On a donc compris que c'est un mixte aussi entre la gestion humaine, entre la data. En soutien, tiens, vous avez des écrans sur le banc du Standard? Vous allez en faire installer ou pas? Il y en a un, ouais. Il y en a un, surtout les bancs de clubs belges. Oui. Que ce soit la D1 ou la D2, il y a accès à la vidéo directement sur le banc. Vous l'utilisez non-stop. Vous la regardez très souvent? Non. Et pendant les entraînements, Will, tu utilises On a un retour vidéo sur ouais, mais pendant l'entraînement on va mettre ça en place. Okay. Mais c'est quoi alors? C'est une caméra qui vous filme du dessus, qui voit une vue de tout le terrain, chaque joueur et c'est comme ça. Ouais. Bon, on vient de mettre une analyse vidéo en place. Mais c'est d'avoir ce retour directement sur le terrain qui est assez intéressant. C'est sûr que ça peut t'aider. Mais sans que ça dure 6 plombs, que le joueur ne s'intéresse plus. C'est pour être précis et... Oui, parce que si ça dure 7 minutes comme le VAR, c'est clair que ça ne va pas être évident. Le tacle, signé Thomas Châtel, il était déjà très bon dans ce domaine-là sur le terrain. Non, justement, non. Moi, je les prenais, les tacles. Thomas Châtel, bon, la conclue, j'aimerais vous poser cette question. Quel est l'entraîneur que vous prendriez, auquel vous vous identifieriez, c'est dur à dire, hein, mais c'est long aussi comme en Pro League. Vous avez parlé de Mazou, Silvio. Moi j'aime bien Mazou pour tout, en fait, son style de jeu, l'état d'esprit qu'il met sur le terrain avec ses joueurs, c'est tout le monde défend, tout le monde attaque, on se porte vers l'avant. Mais si j'avais un budget limité, si j'étais propriétaire de club, que j'avais un budget limité, je prendrais Clément, parce que Clément a été champion les 3 dernières années, et je me dirais que c'est peut-être j'ai peut-être plus de chances de réussir avec Clément comme il a réussi qu'avec Mazou, que Mazou n'a pas encore été champion. Mais je dis pas que Mazou est moins bon que... Mais vous prenez Philippe Clément, donc on retient ça. Je suis pas propriétaire de club, donc tu m'as demandé si un coach que tu t'identifies, je m'identifie plus à Mazou qu'à Clément. D'accord, très bien. Voilà. Bon, et Thomas Châtel, il s'identifie à quel coach? Un peu le temps de réfléchir. Ça doit être en Belgique? Oui, mais si, parce que la question c'était la Jupiler Pro League. Aujourd'hui, il y a un entraîneur qui, notamment du côté d'Eupen, Stéphane Kramer, fait quelques résultats. Est-ce qu'on peut s'y identifier? Il fait du bon boulot, mais je ne connais pas suffisamment. C'est très difficile quand on n'est pas en interne. Mais Brooke Prisk. Brian Prisk, j'ai connu comme joueur à Genk et il m'a l'air d'avoir un profil très très intéressant. En tout cas, comme joueur, c'était un gars déjà très intelligent. Maintenant... Et ça, c'est une parenthèse. Je pense que beaucoup d'entraîneurs étrangers ne se rendent pas compte de la difficulté de notre championnat. Et je pense qu'il s'en est rendu compte là en arrivant. C'est un championnat compliqué, hein, notre championnat physiquement, athlétiquement, où il peut ne pas confirmer parce qu'il vient de la Ligue 1 là maintenant. Je confirme. Mais c'est spécifique en fait, hein, notre championnat. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est vrai que Philippe Clément, c'est difficile de passer à côté parce que il réussit tellement tout ce qu'il fait depuis qu'il a commencé. Allez, si on écarte à l'étranger, pour qu'on ait quand même un nom de votre part, Thomas. Non, moi j'aurais dit, ici en Belgique, j'aurais dit Philippe Clément en 1, Felice Mazou en 2. Et je trouve que le profil Luca Elsner, avant qu'il aille au Standard, j'aimais bien ce profil-là. Je trouve que très bien. Déjà, c'est un bon communicateur et j'ai l'impression que tactiquement, il est très intéressant aussi. Donc... Clément Mazou pour le flanc droit d'Eleven Insiders. Qu'en pense-t-on du côté gauche? Will, on arrive. Hein. Ariel. Je rejoins tout à fait le raisonnement de Silvio. C'est vrai que aussi bien Clément que Mazou ont chacun leur mérite. Maintenant, je trouve que le calme avec lequel Clément gère toute la situation, top club, besoin de résultats à 3 niveaux,
gestion d'un groupe qui, de l'extérieur, je crois, paraît être un groupe solidaire et qui l'est vraisemblablement aussi, mais quand même avec certains bon nombre d'égos, etc. Je crois aussi la position de Philippe au sein du club vis-à-vis du management, de la direction, etc. Ce sont beaucoup d'éléments dont il faut tenir compte. Donc le fait de ne pas en faire un one-shot une année, comme on l'a vraisemblablement dit quand il a commencé à Beveren, hein, c'était nouveau, etc., ça marchait. Il va à Genk, il passe à Bruges, chaque fois il s'adapte. Donc je trouve quand même que ce sont des éléments de plus en sa faveur. Cela fait partie de la réussite notamment du club de Bruges et ça fait du bien au football belge de les voir performer. Après, Jérémy, aussi sur la scène européenne. Si je peux me permettre encore rajouter un truc, c'est le pari Edouard Steele. Bon, c'est embêtant que son frère soit là ici, mais il est très intéressant. Il est très intéressant parce que c'est une génération d'entraîneurs et c'est un profil d'entraîneurs qui ont, comme on en parlait tout à l'heure, qui ont préparé cette arrivée-là où ils sont. Et donc, c'est le fruit d'années de formation, mais aussi de terrain, dans l'ombre de certains. Philippe Clément, c'était dans l'ombre de Michel Prudhomme. C'est là qu'il a réellement appris son métier, et pas juste un an. Et donc, ce serait intéressant. C'est peut-être pas le premier. Hein. Yannick Ferreira était peut-être un précurseur là-dedans quand ils l'ont lancé à Charleroi. C'est vrai. C'était aussi un gars qui s'était fameusement préparé. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien parce que ça apporte quelque chose. Ce sont des intellectuels du football, ce sont des gars qui ont des idées, qui ont une personnalité, qui n'ont pas été spécialement des joueurs de foot ou des grands joueurs de football. Mais encore une fois, ce cliché qu'il faut être joueur de foot pour réussir comme entraîneur, je pense qu'on n'en est plus là. Hein. Mais c'est bien, on brasse plusieurs noms. Ariel, après on passe à Will Steele pour clôturer. Je trouve qu'un passé de joueurs, ceux qui sont dans le cas vont dire c'est nécessaire, ceux qui n'ont pas ce passé vont dire non, on n'en a pas besoin. Moi je trouve surtout, et je ne trouve pas que ce soit tellement difficile à leur inculquer, c'est une valeur ajoutée inestimable. Sans plus. Parce que bon, au moment venu, ce sont quand même les résultats à moyen terme qui vont décider. Mais je crois que le fait d'avoir une idée de jeu, mais qui est fondée sur une expérience vécue soi-même, personnellement sur le terrain ou avec d'autres entraîneurs de grosse réputation, ça reste une valeur ajoutée. Coup de sifflet, on entre dans le temps additionnel et il ne fera pas 10 minutes dans cette émission. Will, vous êtes plutôt du côté... Voilà, si vous devez encore apprendre votre métier d'entraîneur, vous allez du côté d'Edouard, vous allez du côté de Lucas, vous allez vers un autre côté. Voilà, c'est quoi, vous, votre entraîneur idéal pour l'instant? Non, je crois que je vais de mon côté, Lucas Elsner, parce que j'ai pris la décision de travailler avec maintenant. Mais il y a certainement plein d'autres profils qui sont super intéressants, dont mon frère, dont Vincent Compagnie, dont Felice Mazou. Et pour parler de moi sans parler de moi, Thomas a tout à fait raison. C'est être prêt au bon moment sans vouloir brûler des étapes qui ne sont pas nécessaires de brûler. Et je pense qu'en faisant le choix d'être T2 au Standard, je prépare mon avenir et j'essaie de le faire au mieux, même si, on l'a dit, c'est pas toujours facile. Et on vous souhaite bonne chance dans ce nouvel exercice, dans cette nouvelle aventure, plutôt avec le Standard. Et donc ce premier point, même s'il a un petit peu un goût amer, pris face à Aude Heverlee, Louvain, il y a du travail, mais ça vous le saviez, en arrivant. Pour clôturer cette partie Jupiler Pro League, le point de travail essentiel, la première chose que là vous devez bosser avec les Rouges, c'est quoi? Prendre des points. Oui. Et comment réussir à prendre des points? Vous en avez déjà un. Non, c'est réinstaurer une identité de jeu et une idée, une structure très claire pour que les joueurs arrivent à s'identifier à ce système de jeu-là, en mettant tous les joueurs dans les meilleures conditions et dans les meilleurs environnements où ils pourront prester et fatalement prendre des points, on l'espère, pour le Standard. C'était le mot de la fin de Will Steele, le nouveau T2 du Standard. L'occasion de remercier Thomas Châtel, de remercier Silvio Proto, de remercier Ariel Jacob. Ça faisait plaisir vraiment, Ariel, de vous revoir sur un autre style de banc, finalement, mais ça vous va tout aussi bien. Merci Will. Également, c'est la fin de cette 11 Insiders Jupiler Pro League, puisqu'on se retrouve demain avec le même casting pour parler du Classico. Tout ça, c'est disponible en télé, sur YouTube, sur Spotify, un peu partout. Très belle soirée.